Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur l'échiquier international. Les opérations militaires sur le front ukrainien se poursuivent avec une cadence moindre que ce que l'on a pu connaître auparavant. Les soucis rencontrés par l'armée ukrainienne dans sa contre-offensive qui n'a pas atteint le résultat escompté fait couler beaucoup d'encre dans la presse américaine notamment. En cause les raisons de cet échec quasi annoncé, mais aussi l'inefficacité des méthodes dites occidentales, pour ne pas dire américaines. C'est le cas pour le New York Times qui annonce que l'armée ukrainienne abandonne la méthode militaire US pour revenir aux tactiques qu'elle connaît le mieux, le pourquoi, du comment. Nous en parlons dans l'échiquier international dans un tout petit instant. Alors pour évoquer cette thématique épineuse, si je puis dire, j'ai le plaisir d'accueillir Manuel Pouchelet, spécialiste des questions internationales, mais également militaire. Vous êtes en direct avec nous depuis Paris. Bonsoir monsieur. Bonsoir monsieur, merci de votre invitation. C'est nous qui vous remercions. Karine Béchi-Golovko, également politologue et présidente de l'association Comitas Gentium France-Russie. Vous êtes en direct avec nous depuis la Crimée, donc en Russie. Bonsoir madame, merci également d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, merci à vous. Monsieur Pouchelet, on va commencer ce débat avec vous. Alors que pensez-vous de ce que rapporte le New York Times dans son article intitulé « Traduction en français, donc les troupes ukrainiennes entraînées par l'Ouest trébuchent au combat ». Donc que pensez-vous concernant les tactiques militaires ukrainiennes, ou devrais-je dire occidentales ? En ce qui concerne l'armée ukrainienne, si vous voulez, la formation des armées modernes est aujourd'hui un service qui demande énormément d'entraînement et on ne peut pas former en 4 mois des personnels militaires et en même temps leur exiger une efficacité reconnue sur le terrain. On n'oublie pas que le terrain commande, la Russie a aménagé le terrain, l'armée ukrainienne peine, pourquoi ? Parce qu'elle est en dotation de nouveaux matériels. En même temps, vous nous annoncez, et l'article du New York Times dont vous nous évoquez ce soir est particulièrement bien renseigné. Il y a aussi des limites. Les méthodes américaines, si vous voulez, pour avoir eu la chance de suivre des formations au sein de l'OTAN et au sein de leur base en Allemagne, ont aussi leurs limites. Et quand elles forment les armées étrangères, elles les obligent à se plier, si vous voulez, à ce qu'on appelle des techniques et des tactiques et des procédures qui sont les leurs, qui ne sont pas forcément adaptables et transposables aux stagiaires qu'elles forment. Donc, si vous voulez, c'est une forme de logique d'échec et les Ukrainiens doivent prendre l'initiative de l'adaptation de ces formations qui sont exigeantes. Il faut savoir que ces stages OTAN organisés par les États-Unis valident, on va dire, des compétences. Maintenant, en ce qui concerne l'efficacité au combat de l'armée ukrainienne, on ne peut pas dire qu'elle soit si efficace depuis cette fameuse contre-offensive que l'on annonce. Pourquoi ? Parce qu'il y a toujours un temps d'adaptation et le terrain commande. Ça, c'est imparable et malheureusement, l'armée ukrainienne, malgré le soutien américain, n'arrive pas à percer. Pourquoi ? Pas parce que la Russie s'est organisée et a eu le temps de consolider ses positions, tout simplement. Très bien, donc l'Ukraine qui tombe sur un os sur le plan militaire, n'hésitons pas à l'affirmer, donc Madame Golovko, pratiquement 1 an et demi depuis le début du conflit en Ukraine, les USA n'ont depuis pas arrêté de fournir des armements, de l'assistance militaire à l'armée ukrainienne. Les informations du New York Times, article signé, je le rappelle, Eric Schmidt et Hélène Cooper, semblent pour le moins déroutantes. Qu'en pensez-vous, madame ? Il y a effectivement un problème fondamental qui a été soulevé par notre collègue, à savoir que aujourd'hui les pays de l'OTAN, notamment les États-Unis, mais pas uniquement, également la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne, font la guerre à la Russie par l'intermédiaire de l'Ukraine. Donc il y a des limites objectives qui se posent. Par ailleurs, au-delà du problème objectif de la formation, au-delà du problème du coût, il se pose aussi
l'autre question, à savoir que de toute manière, l'on ne peut pas dire que l'Ukraine doit reprendre l'initiative, puisque l'Ukraine, en tant qu'État, n'existe plus. Son économie est morte, son industrie est morte, son armée est complètement prise en main. Même aujourd'hui, ou hier, le Premier ministre ukrainien l'a déclaré ouvertement, lorsqu'il a déclaré que le budget militaire de l'Ukraine actuellement est supérieur au budget civil qui existait avant en général pour toute l'Ukraine. Et il ne tient que par les financements étrangers, par les dotations étrangères et par les prêts. Donc, effectivement, il y a une catastrophe qui est pointée dans cet article du New York Times, mais qui est objectivement, qui existe. C'est que c'est une guerre qui coûte extrêmement cher à l'Occident, qui a déjà complètement détruit l'Ukraine, qui a fait une tentative d'indépendance après 1991 et la chute de l'URSS, alors qu'elle faisait partie institutionnellement, étatiquement de la Russie depuis un millénaire. Donc c'était un pays, celui qui n'avait déjà pas de tradition étatique et qui manifestement n'a pas pu en acquérir, qui est devenu en fait un instrument, mais un instrument qui est inefficace, parce qu'une guerre, oui, ça ne se fait pas par acteurs interposés. Très bien, merci Madame Golovko. Alors, on évoque la guerre par proxy, comme on appelle ça, Monsieur Puchlet, mais selon le papier du New York Times, quelques 36 000 soldats correspondant à 9 brigades formées par l'Occident étaient censés montrer que la méthode de guerre américaine était supérieure à l'approche russe. Toujours selon le même article, les Américains ont appris aux Ukrainiens à habiliter les soldats supérieurs enrôlés à prendre des décisions rapides sur le champ de bataille et à déployer des tactiques interarmes, attaques synchronisées par l'infanterie, les blindés et les forces d'artillerie. Que s'est-il passé malgré tout cela ? Que s'est-il passé? C'est tout simplement ni plus ni moins qu'un savoir-faire qui prend des années à acquérir. C'est pas inné. Vous travaillez, alors pour les téléspectateurs, je tiens à dire qu'on travaille avec des systèmes d'armes. J'entends par là, c'est ce que vous venez de dire, excusez-moi, c'est-à-dire cette combinaison entre l'artillerie, l'infanterie, la cavalerie, le génie, également l'aviation, et puis l'aviation légère avec les hélicoptères, et puis aujourd'hui les drones. Donc si vous voulez, tout ça, ça s'apprend, et c'est pas en quelques mois que l'on peut l'apprendre, ça c'est clair et net. Maintenant, en ce qui concerne le savoir-faire de l'OTAN, moi personnellement, en tant qu'ancien militaire et en tant qu'ancien personnel qui connaît bien cette organisation, je vous ferai remarquer que ces derniers temps, l'OTAN a très peu combattu en Europe. Donc, si vous voulez, quand on regarde sa création en avril 49 et aujourd'hui, on s'aperçoit que finalement, elle risquerait d'être complètement inefficace sur le sol européen, alors que depuis, on va dire, la guerre en ex-Yougoslavie et au Kosovo, ce sont vraiment les derniers actes. Mais l'armée n'était pas la même, c'était des miliciens, c'était pas une armée structurée comme l'armée russe, ou si vous voulez, les derniers faits historiques de l'OTAN, ou majeurs, excusez-moi, de l'OTAN, c'est l'Afghanistan, avec les résultats malheureusement que l'on connaît, qui sont ce que l'on appelle quand même une défaite sur le plan tactique, tout du moins, même s'ils n'ont pas réussi à réduire à néant leur ennemi principal qui était les talibans. On assiste à la même chose en Ukraine. Je pense que l'OTAN doit se réformer, doit se restructurer. Maintenant, il y a aussi un autre message qui est aussi inquiétant en ce qui concerne les techniques et les tactiques de l'OTAN qui sont enseignées aux forces ukrainiennes. Normalement, c'est souvent bilatéral ces relations, si vous voulez. Les Ukrainiens font remonter du terrain les derniers enseignements qu'ils ont pris, les Américains doivent les analyser et doivent ensuite les retranscrire à l'armée ukrainienne pour les confronter, si vous voulez, à des scénarios qui sont sérieux. Ensuite, ces scénarios sont validés comme aptitude ou pas à l'engagement sur tel ou tel scénario. Et force est de constater que je pense que, comme vous l'avez dit tout à l'heure, je pense que l'armée russe est suffisamment très bien structurée, chose que l'on avait peut-être, à mon avis, sous-estimée au regard de tous les commentaires que l'on entend. N'oublions pas qu'on a affaire, si vous voulez, à de la haute intensité. La haute intensité, cela nécessite une préparation, puisqu'elle reprend d'autres éléments. J'ai oublié d'inscrire aussi dans la panoplie, si vous voulez, militaire qui aussi manque à l'armée de M. Zelensky, le cyber et la guerre électronique, ainsi que la défense solaire. S'il n'a pas ces moyens, ainsi qu'une aviation performante, il ne pourra pas réussir à conquérir. Pour l'instant, la Russie maîtrise le terrain, s'est organisée, et force est de constater que les offensives, en effet, pour l'instant, donnent des résultats, on va dire, inquiétants, à tel point que certains vecteurs qui ont été donnés par l'Occident à l'armée ukrainienne sont retirés du terrain pour les préserver, en espérant peut-être une énième contre-offensive. Mais ça, l'expérience nous le dira avec le temps. Très bien, merci pour tous ces détails, Monsieur Puchlet, madame.
Golovko, alors près de 44 milliards de dollars ont été tout de même débloqués, déboursés par les Américains depuis février 2022. L'implication occidentale dans ce conflit à travers l'armement et le soutien à l'Ukraine se heurterait-elle peut-être à la dure réalité de ce qui se passe sur le front d'une part, ou bien est-ce que ces revers, entre guillemets, sont une manœuvre politique orchestrée par Washington avant un avant-goût des présidentielles pour l'occupant de la Maison-Blanche? Il y a effectivement plusieurs axes d'interprétation possibles. Tout d'abord, objectivement, effectivement, il y a eu énormément de moyens mis en œuvre, financiers. Vous parliez des 36 000 hommes qui étaient censés changer la donne. Rappelons que le ministère russe de la Défense a donné les chiffres hier et que du côté russe, 230 000 hommes sont entrés sous contrat depuis le début de l'opération militaire. Donc, dans tous les cas, il y a une limite objective, celle du nombre d'hommes. Et en dehors de ça, nous avons vu que de toute façon, l'armée ukrainienne, en ce qu'elle existait au début du conflit, n'existe plus puisqu'elle a été détruite. Et actuellement, il s'agit toujours de fournitures, effectivement, toujours plus en armes et en armement, mais avec les limites que l'on connaît. Donc ça, c'est le premier point, et c'est un problème objectif, c'est qu'il n'y a pas de jeu, il n'y a pas de faux semblant. Si les États-Unis pouvaient réellement gagner demain la guerre, ils la gagneraient, ils ne font rien durer, ils essayent simplement de gagner un conflit armé. Ensuite, le fait qu'il y a un problème effectivement communicationnel en Occident, c'est une réalité. Et l'on voit le niveau extrêmement faible de la propagande qui est diffusée sur les ondes, que ce soit en France, que ce soit aux États-Unis ou ailleurs. Le problème est que manifestement, il y a eu une sous-estimation de l'ennemi qu'est la Russie pour l'Occident. Et ce qui arrive assez souvent, parce que quand vous produisez une propagande, finalement, vous finissez par y croire. Donc, en quelque sorte, alors que l'on entendait toujours parler de cette armée russe qui est extrêmement faible, qui est désorganisée, l'on peut lire il y a pas longtemps aussi, alors que je suis, comme vous l'avez souligné, en Crimée actuellement, il paraît que les habitants de Crimée sont en train de se soulever, entre guillemets, contre une occupation russe, c'est à mourir de rire. Donc, il y a un discours qui est produit, qui est complètement décalé de la réalité, et effectivement, les élites politiques occidentales croient cette propagande qui est confortable pour eux. Après, dans quelle mesure les élections américaines vont changer quelque chose ? A priori, ça va changer très peu de choses, soyons absolument réalistes, parce que, déjà, Trump a très peu de chances d'arriver au pouvoir. Et deuxièmement, même s'il arrive au pouvoir, l'État profond américain sera toujours en place, c'est-à-dire que de toute manière, il n'aura pas complètement le pouvoir, ce que nous avons déjà vu lorsqu'il était en place. Donc il me semble qu'il est absolument inutile d'attendre un coup de baguette magique qui va permettre de résoudre la situation. Nous sommes dans le cadre d'une guerre, quelle que soit l'appellation qu'on lui donne, et une guerre doit être gagnée sur le terrain. Très bien, merci, c'est un peu plus clair, Madame Golovko. Alors, M. Pouchelet, selon le même article du New York Times, toujours, les experts militaires ont déclaré que l'utilisation de tactiques nouvellement apprises pour la première fois, alors elle allait toujours être difficile, d'autant plus que la réponse russe consistait à adopter en quelque sorte une posture défensive et à tirer des barrages massifs d'artillerie. Ma question est la suivante, pourquoi les Américains jetteraient-ils en quelque sorte, permettez-moi l'expression, les Ukrainiens dans la gueule du loup? Je pense que les Américains, sans vouloir nous le dire, ils ont démontré leurs limites, et notamment les limites opérationnelles de l'OTAN qui étaient censées combattre en Europe et en Centre-Europe, notamment contre l'adversaire désigné qu'est la Russie. Maintenant, moi je pense qu'aujourd'hui on est dans une guerre moderne, et je ferai remarquer une chose, ce n'est pas le plus fort qui résiste le mieux, mais celui qui est le plus prompt au changement, comme disait Darwin.
Maintenant, l'armée russe est une armée qui est aussi expérimentée. On oublie de dire les conflits auxquels elle a été engagée ces derniers temps, où c'était vraiment de la haute intensité, ne l'oublions pas. Je pense à certaines campagnes qu'elle a effectuées dans le Caucase. Maintenant, revenons à l'Ukraine. L'armée ukrainienne, moi, pour l'avoir vécu et vu aussi en opération en ex-Yougoslavie en 1997, avait démontré aussi certaines capacités, mais démontré aussi certaines limites, si vous voulez. Mais de toute façon, dans cette guerre moderne, avec tout ce qui entoure cette guerre moderne, on remarquera que pour se préparer à la haute intensité, ce qui se déroule en Ukraine, en tous les cas, c'est réfléchir les états-majors occidentaux, en premier duquel la France, où actuellement on est en train de plancher sur une nouvelle doctrine et se doter de nouveaux matériels. D'ailleurs, on en a vu la démonstration lors du défilé du 14 juillet à Paris, avec l'apparition de nouveaux vecteurs, de nouveaux matériels, mais force est de constater que de toute façon, vous parliez du calendrier électoral américain, une chose est sûre, cela va apparaître dans les débats télévisés qui vont naturellement se présenter, mais attention, une guerre ne va pas se calquer sur un calendrier électoral, et malheureusement, les Américains, peu importe l'administration, rappelez-vous les conflits du passé, avec l'administration Bush, avec l'administration Obama, dès qu'il s'agit du concept America First qu'avait défendu Donald Trump, peu importe que ce soit des démocrates ou des républicains, cela prévaut tant que cela fait fonctionner leur industrie. Maintenant, une chose est sûre, ce conflit, après plus de 500 jours de combat, démontre une chose, c'est qu'on a peut-être atteint certaines limites en termes de stratégie, en termes de doctrine, et c'est plutôt le terme que je devrais employer, en ce qui concerne aussi l'appréciation de la situation. Ce que les médias relayent un petit peu moins, et pourtant c'est expliqué dans certaines presses, on va dire dites spécialisées, l'OTAN, et notamment les Américains, sont quand même inquiets et s'interrogent, pour avoir observé que les systèmes techniques et satellitaires, le système de défense russe qui les inquiète et qui les interroge et qui, pour l'instant, je tiens à le préciser, n'ont pas forcément de réponse tactique et technique pour pouvoir le percer. C'est ce qui fait pour l'instant la force de la Russie et contre laquelle l'Ukraine bute. Très bien, Monsieur Pouchet. Alors, Madame Golovko, peut-être après l'échec relatif des sanctions économiques, de la guerre de propagande médiatique, vous l'avez souligné, voici peut-être que l'Occident se fait taper sur les doigts de l'intérieur pour ses déboires sur le plan militaire, peu importe ce qu'on dit en ce qui concerne la durée de la formation, de l'adaptation au type de matériel militaire fourni par Washington et ses alliés. Est-ce que cet échec est aussi celui de l'OTAN aujourd'hui, et pensez-vous que cela pourrait amener d'autres pays à repenser l'approche atlantiste dans la région? Tout à fait, c'est une défaite. Déjà, c'est une défaite stratégique parce que quand les provocations se sont enchaînées et qui ont conduit à l'entrée de la Russie dans le conflit, dans ce cas-là, les pays de l'OTAN estimaient que la Russie était faible à la fois militairement, mais qu'elle était également faible politiquement et économiquement à l'intérieur. Donc, elle devait en fait s'effondrer sur elle-même suite à ce conflit armé. Et déjà, c'est en soi une erreur stratégique de l'OTAN et c'est une défaite. L'on voit ensuite que les pays de l'OTAN, en tout cas les élites politiques, ne sont pas forcément soutenues par leur population, malgré l'ampleur de la propagande en jeu. Et il est évident que les pays européens et les pays occidentaux en général ne sont absolument pas du tout prêts à entrer concrètement, directement en guerre contre la Russie au nom de sauvons la globalisation et les États-Unis. Donc, il y a là aussi des limites objectives à l'OTAN, qui est certes un organe de gouvernance globale et qui est le bras armé de cette gouvernance globale américaine et atlantiste, mais qui ne peut pas encore, en tout cas, emporter les populations, notamment européennes, autant qu'elles le voudraient dans les conflits dont elle a besoin. Donc, il y a effectivement plusieurs phases d'échec. Et lorsque vous êtes, troisième type d'échec, c'est l'échec communicationnel, parce que lorsque vous êtes obligé de mettre en place une communication d'un niveau tellement ridicule, c'est évident que vous ne démontrez pas du tout votre force. Or, effectivement, cette accumulation de signaux de faiblesse sont extrêmement dangereux et pour l'OTAN et pour le monde global en général, puisque
Les pays qui hésitent suivent les forts. Les pays, comme les gens, ne vont jamais suivre des faibles. Donc l'OTAN était considérée comme une organisation invincible, surtout depuis la chute de l'Union soviétique. Or, l'on voit que c'est une organisation qui patauge actuellement et qui a du mal, qui s'embourbe, qui répète ses stratégies, qui ne s'adapte pas, qui est incapable, en fait, réellement de mettre en place une véritable analyse stratégique qui soit efficace. Il y a donc un risque existentiel, non seulement pour l'OTAN, mais pour ce pouvoir global. Et là, il y a, je dirais, deux scénarios différents. Le plus dangereux serait que face à un risque d'échec qui soit reconnu, Oui. il y ait une sorte de va-t-en-guerre et que ces élites jettent leur va-tout et poussent le conflit. Un dernier baroud d'honneur, quelque sorte. Absolument, tout à fait, parce qu'elles n'ont plus le choix. Si elles perdent, elles cessent d'exister. Or, elles ne peuvent pas se permettre de cesser d'exister. L'autre possibilité, c'est peut-être ne sont-elles même plus en mesure de provoquer encore ce baroud d'honneur parce qu'il est extrêmement difficile d'apprécier la puissance réelle de ces élites politiques qui sont quand même dans un monde parallèle et assez décalé de la réalité sociale, mais qui ont quand même des leviers sociaux et de gouvernance qui sont réels. Donc si elles sont peut-être assez faibles, peut-être que, en tout cas, ces mouvements que l'on voit de non-alignement qui se développent sur différents continents peuvent effectivement provoquer cette mort lente de l'OTAN et de ce monde atlantiste. Mais dans ce cas-là, nous sommes en tout cas partis pour un conflit à long terme. Très bien, merci Madame Golovko. Monsieur Pouchelet, revenons sur le terrain militaire. Alors, il paraîtrait selon ce même article que l'Ukraine dispose d'une quantité substantielle de puissance de combat. C'est ce qu'a déclaré le conseiller à la sécurité nationale Jack Sullivan, conseiller du président Joe Biden. Une force de combat, une puissance de combat que l'Ukraine n'a pas encore engagée dans la lutte. Alors, ce moment a semblé venir la semaine dernière lorsque l'Ukraine a considérablement intensifié sa contre-offensive avec 2 poussées vers le sud visant apparemment les villes de la région de Zaporizhia, Melitopol, près de la mer d'Azov, Berdiansk à l'est sur la côte d'Azov. Mais dans les 2 cas, les Ukrainiens n'ont progressé que de quelques kilomètres, affirme l'article du New York Times. Qu'est-ce qui expliquerait en quelque sorte que l'armée ukrainienne et ce temps de retard depuis le début du conflit? Je pense qu'on peut dire une chose, le temps militaire n'est pas le temps médiatique ni le temps des populations. Ça, c'est clair et net. On est dans une guerre de haute intensité avec une armée russe qui s'est organisée, qui a compartimenté le terrain, qui a consolidé, comment dirais-je, ses positions et qui, je le rappelle, a l'adhésion de la population. Il y a aussi un fait que l'on doit mentionner, la population n'est jamais neutre. Si les Russes avaient une population qui leur était hostile, je ne pense pas qu'ils auraient été en mesure, si vous voulez, de tenir les positions comme ils le font, si vous voulez. Et ça, c'est quelque chose, on ne peut pas mobiliser des forces pour contrôler la population et en même temps défendre une position contre une agression extérieure ou un attaquant extérieur, si vous voulez. Ça, c'est une première chose. Ensuite, les déclarations de M. Sullivan sont aussi très orientées, ne l'oublions pas. On a affaire à des Américains où on est dans une logique de communication et de réussite. Ils ne vont pas forcément avouer leur faiblesse. D'ailleurs, faiblesse, si tant est que l'on en parle, je ferai remarquer une chose que peu de médias précisent. Actuellement, les Américains pensent engager aussi l'OTAN dans le Pacifique. Donc vous voyez finalement, et là, les Américains commencent à s'inquiéter des alliés européens qui pourraient les suivre. Déjà, quand on voit la grosse participation, si vous voulez, excusez-moi, en fourniture de matériel militaire, où finalement, pour certaines armées européennes, il ne reste rien, parce que je vous ferai remarquer qu'en Europe, les grandes armées qui sont présentes, c'est la France, le Royaume-Uni et puis l'Allemagne, quoique encore en Allemagne, on vient d'apprendre qu'ils ont énormément de problèmes de recrutement. Donc, si vous voulez, on est même en train, pour certaines armées, de parler de conscription, un petit peu comme le fait la Russie, si vous voulez. Maintenant, on ne peut pas lutter contre une armée où il y a plus de 200 000 hommes avec une armée de 46 000 hommes. C'est pas possible. Même si vous avez les meilleurs vecteurs du monde, vous n'y arriverez pas. Et combien même il faudrait un discours politique qui puisse convaincre les populations locales
de cet intérêt-là. Je ne pense pas que ce soit gagné d'avance. Et vous qui connaissez aussi très bien l'économie, actuellement la population française, sa première inquiétude, c'est de savoir comment elle va boucler ses fins de mois. Oui. Pourquoi? Parce qu'il y a une inflation galopante et que finalement, je vous ferai remarquer qu'avec les congés d'été en ce moment, l'actualité est orientée sur les vacances, les feux de forêt et qu'on oublie l'Ukraine, si vous voulez, pour essayer. Et puis en même temps, cette actualité qui est pesante pour les Européens en général montre aussi déjà des premiers signes de discorde au sein de l'Union européenne, où je vous ferai remarquer que le dernier Conseil de l'Europe, notamment avec la position de la Hongrie, et son adhésion, on va dire, et son soutien à la Russie, a créé une certaine forme de discorde. Je pense qu'on risque aussi, dans ce conflit, de voir des masques vont tomber au niveau de l'Union européenne, qui risque, encore une fois, on a connu le Brexit, qui pourrait avoir aussi d'autres sorties, on va dire, d'États membres de l'Union. Il y a quand même des signes inquiétants aussi, c'est que les Américains et même les Européens se donnent aussi les moyens d'armer la Pologne de façon inquiétante. Et là, on se pose des questions quand même sur les aides qui sont fournies à ce pays et la destination. Et comme par hasard, la Pologne s'équipe en matériel américain, alors que l'Union européenne a aussi dans son industrie, si vous voulez, une industrie performante. Et c'est là, et finalement, l'OTAN, l'Europe, les États-Unis sont bourrés de contradictions. Et je pense que c'est le message qu'on peut délivrer ce soir, en tout cas. Très bien. Est-ce qu'un autre front pourrait-il s'ouvrir en Europe prochainement? Vous évoquez la Pologne. La question reste posée. Je vous promets d'en débattre très prochainement, mesdames et messieurs. Merci, Madame Golovko, d'avoir été avec nous en direct depuis la Crimée. Monsieur Pouchelet, vous étiez, quant à vous, en direct avec nous depuis Paris. Chers téléspectateurs, merci de votre fidélité. À très bientôt.